moyen physiologique de la continence cardiaque, c'est la clairance œsophagienne. Donc, c'est quoi la clairance œsophagienne? Vous avez lu un peu le cours? Non. Donc, c'est quoi la clairance œsophagienne? Donc, c'est la capacité de l'œsophage à évacuer le contenu œsophagien et de rétablir un pH normal. Donc, la clairance œsophagienne fait appel à la clairance volumique et à la clairance chimique. La clairance volumique, elle fait appel aux contractions œsophagiennes, donc au péristaltisme œsophagien, qui va permettre l'évacuation des aliments. Et la clairance chimique, donc, elle fait appel aux sécrétions bicarbonate de la salive. Le bicarbonate, c'est basique, il va tamponner les ions H+ du suc gastrique. D'accord? Donc, deux moyens physiologiques de la continence cardiaque, le sphincter inférieur de l'œsophage, ce qu'on appelle la barrière anti-reflux, et la clairance œsophagienne. À côté de ces moyens physiologiques, on distingue les moyens anatomiques, qui sont les moyens de fixité de l'œsophage au niveau de la région cardio-tubérositaire, et se sont formés essentiellement par la membrane phréno-œsophagienne, le méso de l'œsophage, le ligament gastro-phrénique, la valvule de Komarov et l'angle de His. Ce sont des structures anatomiques. Concernant les mécanismes physiopathologiques du reflux gastro-œsophagien, donc, logiquement, c'est l'altération des moyens. Donc, logiquement, si on a une défaillance de cette barrière de lutte contre le reflux, donc les mécanismes sont les mécanismes, c'est l'altération de ces moyens de défense ou les moyens de barrière anti-reflux. Soit c'est une défaillance au niveau du sphincter inférieur de l'œsophage, soit c'est une altération de la clairance œsophagienne, ou bien c'est une anomalie dans la structure anatomique de la barrière de la région cardio-tubérositaire. Et quel est le principal mécanisme physiopathologique du reflux? L'altération du sphincter inférieur de l'œsophage, ce qu'on appelle essentiellement les relaxations transitoires du sphincter inférieur de l'œsophage. Donc, principal mécanisme physiopathologique, c'est une altération du sphincter inférieur de l'œsophage. Donc, ce sont des relaxations transitoires au niveau du sphincter inférieur de l'œsophage. Un autre moyen, c'est l'hypotonie du sphincter inférieur de l'œsophage. Et on peut aussi parfois observer une hernie hiatale. Chauffons que l'hernie hiatale n'est pas une condition nécessaire pour le reflux gastro-œsophagien. Deuxième mécanisme physiopathologique, c'est l'anomalie de la motilité œsophagienne. Donc, c'est l'altération de la clairance volumique de l'œsophage, donc altération du péristaltisme. Troisième mécanisme, donc une altération au niveau de une diminution de la vidange gastrique qui entraîne une augmentation de la pression intragastrique et donc une augmentation du reflux du contenu gastrique au niveau de l'œsophage. Quatrième mécanisme, c'est l'altération de la résistance de la muqueuse œsophagienne qui va conditionner l'apparition ou non de lésions d'œsophagite. Concernant le sphincter inférieur de l'œsophage, on a dit qu'il s'agit d'une zone d'hyperpression. Et ce sphincter, il est sous l'influence de plusieurs facteurs, des facteurs alimentaires, des facteurs médicamenteux et hormonaux qui peuvent faire varier sa pression. Parmi ces aliments, on cite le chocolat, les graisses, la menthe, la caféine et l'alcool qui diminuent la pression du sphincter inférieur de l'œsophage. Certains médicaments aussi agissent sur le sphincter inférieur en diminuant sa pression, notamment les inhibiteurs calciques et les dérivés nitrés. Certaines hormones telles que la progestérone diminuent aussi la pression au niveau du sphincter inférieur de l'œsophage, ce qui explique la fréquence du reflux gastro-œsophagien chez la femme enceinte. On a aussi un autre facteur, c'est l'augmentation de la pression intra-abdominale. Donc, à l'occasion d'une constipation, d'un adénome de la prostate, de port de vêtements trop serrés, de prise de poids, une obésité androïde, ça augmente la pression intra-abdominale et ça majeure le reflux gastro-œsophagien. Concernant l'hernie hiatale, il s'agit d'une protrusion d'une partie de l'estomac dans le thorax à travers l'hiatus œsophagien du diaphragme. Donc,
cette hernie hiatale va augmenter la fréquence de ces relaxations transitoires du sphincter inférieur de l'œsophage et elle va aussi altérer la clairance acide œsophagienne. Donc, elle peut jouer un rôle aggravant d'un reflux gastro-œsophagien déjà existant, mais seule, elle n'est ni suffisante ni nécessaire pour voir apparaître un reflux gastro-œsophagien. Donc, une application, donc à travers ce cas clinique, on va étudier les différentes facettes de cette pathologie. Donc, il s'agit d'un homme âgé de 52 ans, aux antécédents d'HTA sous inhibiteur calcique, tabagique à 15 paquets années, et notion de consommation de plusieurs cafés par jour, à raison de 5 à 6 cafés par jour. Son motif de consultation, ce sont des régurgitations acides avec des brûlures rétrosternales ascendantes, et ceci depuis 3 mois, sans mention de dysphagie, ni de saignement extériorisé, ni notion d'altération de l'état général. Son BMI est à 30,5 kg par mètre carré. Donc, à travers ces caractéristiques et ces symptômes, quel diagnostic vous suspectez? Donc, j'ajoute la plaque des données cliniques. Donc, il consulte pour des régurgitations acides, pour des brûlures rétrosternales ascendantes. Donc, quel diagnostic vous suspectez? Le reflux gastro-œsophagien. D'accord. Donc, le reflux gastro-œsophagien est caractérisé par des symptômes. Ces symptômes cliniques peuvent être digestifs ou non digestifs. D'accord? Les signes typiques sont digestifs et sont résumés. Donc, ce sont les brûlures rétrosternales ascendantes, les régurgitations, ou les deux en même temps, et on parle dans ce cas de pyrosis. Donc, on définit les régurgitations par une remontée du contenu gastrique acide, le plus souvent liquide, parfois alimentaire, qui arrive jusqu'au pharynx sans effort de vomissement. Et régurgitation. S'il y a association des régurgitations ainsi que des brûlures rétrosternales ascendantes, on parle de pyrosis. Ces signes ont un caractère postural, c'est-à-dire ils sont aggravés par l'antiflexion, la position penchée en avant, et aussi par le décubitus. Ces signes sont aussi caractérisés par un caractère périodique, parce qu'ils sont rythmés par la prise alimentaire, rythmés aussi donc ils sont plutôt plus importants la nuit, vu la position de décubitus. Et une symptomatologie typique permet le diagnostic positif d'un reflux gastro-œsophagien sans aucune exploration associée. D'accord? Donc, je connais les signes. Ça ne peut pas continuer comme ça, alors, ouais. ما بعضنا كيما اي كور نعرفوا مش قاريين مي او موان حاولوني شويه اون ريبيت شويه لي سينيا مع بعضنا نحاولوا نشدوا حاجه من السيونس الا مش فاهم حاجه يسال او فور يا ميزور D'accord. Dans ce cas, le diagnostic est retenu. Diagnostic de reflux gastro-œsophagien. Les symptômes peuvent être atypiques et les symptômes atypiques sont subdivisés en deux. Les signes atypiques de type digestif ou non digestif. Donc, les signes atypiques digestifs peuvent être à type de douleur ou de brûlure épigastrique, nausées et vomissements, éructation, haleine fétide, etc. Concernant les signes extradigestifs, donc, ils peuvent erroner le diagnostic. Il peut s'agir de symptômes respiratoires, tels qu'un asthme, une bronchite chronique, des bronchopneumopathies aiguës, une toux sèche traînante, aussi des pathologies, plutôt des signes ORL, tels que des pharyngites, des laryngites, une dysphonie, une voix rauque, des otalgies, des sinusites, des angines à répétition résistantes au traitement. Parfois aussi, des signes sont à type de douleur thoracique pseudo-angineuse. Dans ce cas, il faut éliminer une pathologie coronarienne avant de retenir un diagnostic d'RGO. Donc,
c'est primordial. Donc, chez notre patient, on a suspecté le diagnostic d'RGO. Faut-il indiquer des examens complémentaires afin de confirmer le diagnostic? Non. Pourquoi? Parce qu'il présente des signes typiques. B. Un message à passer. Chez tout patient qu'il y a des signes typiques de reflux gastro-œsophagien, il faut rechercher des signes d'alarme. Qui sont? Premièrement, l'âge supérieur à 50 ans. Deuxièmement, la dysphagie. Donc, à l'interrogatoire, on doit toujours rechercher une dysphagie chez le patient. Une hémorragie à type d'hématémèse ou de méléna. Une anémie à l'anaphyse et une notion d'altération de l'état général ou un amaigrissement récent. Tous ces signes, on a signe d'alarme parce que ça peut annoncer une pathologie néoplasique, c'est qu'un cancer de l'œsophage. Donc, avant de retenir le diagnostic d'RGO qui est une pathologie bénigne, il faut toujours rechercher des signes d'alarme. Et en présence de ces signes d'alarme, il faut obligatoirement réaliser une fibroscopie digestive haute avant d'instaurer un traitement. Même si le diagnostic il est certain, mais il faut quand même, devant ces signes d'alarme, pratiquer une fibroscopie. Le message est clair? D'accord. Chez notre patient, il a 52 ans, il est tabagique 15 paquets années, il a des régurgitations de brûlures rétrosternales, il n'a pas de dysphagie, ni de saignement extériorisé, ni d'altération d'état général. Est-ce qu'une fibroscopie est indiquée? Voilà, il a un âge de 52 ans, donc la fibroscopie est nécessaire. Donc, pour résumer, signes typiques, rechercher systématiquement des signes d'alarme. Si oui, fibroscopie. Si âge supérieur à 50 ans, fibroscopie. Sinon, on instaure le traitement directement. Donc, si on pratique une fibroscopie, on peut trouver une muqueuse œsophagienne strictement normale, comme on peut trouver une œsophagite peptique. Donc, c'est une complication fréquente du reflux gastro-œsophagien. Elle est définie par une inflammation de l'œsophage qui peut passer du simple érythème à des ulcérations. La classification de cette œsophagite, c'est la classification de Los Angeles. C'est une classification de sévérité selon l'étendue de ces ulcérations et leur caractère circonférentiel, confluent ou pas. D'accord. Si on trouve à la fibroscopie une œsophagite, ça confirme le diagnostic d'RGO. Mais devant des signes cliniques typiques, même si on pratique une fibroscopie et qu'on ne trouve pas de lésion d'œsophagite, le diagnostic n'est pas infirmé. Juste un RGO qui n'est pas compliqué d'une œsophagite. D'accord? Donc, l'œsophagite, c'est le signe de l'RGO, mais si elle est absente, ça n'infirme pas le diagnostic d'RGO. C'est clair? La fibroscopie peut aussi nous montrer la présence d'une hernie hiatale par glissement. Comme on l'a dit, la fibroscopie normale n'infirme pas le diagnostic d'RGO et impose la poursuite des investigations en cas de manifestation atypique. B, je m'en ai. Si le patient il a des symptômes typiques et qu'on pratique une fibro, on la trouve normale, on le traite comme RGO. Parce que le diagnostic, il est certain. Si le patient présente des signes atypiques, tels que des douleurs thoraciques, on réalise un ECG, il est normal, épreuve d'effort normale, coronarographie normale, il n'est pas coronarien. On suspecte fortement l'RGO. Est-ce qu'on peut mettre en place un traitement? Est-ce que le diagnostic d'RGO est confirmé? Non, on n'a pas de preuve. Alors, comment confirmer le diagnostic dans ce cas? Par la fibroscopie. Et qu'est-ce qu'on cherche à la fibro? Des lésions d'œsophagite, d'accord. Si on trouve la fibroscopie avec des lésions d'œsophagite, dans ce cas, on retient un diagnostic d'RGO, on peut le traiter. Mais, et si on trouve la fibro normale, est-ce qu'on peut quand même traiter le patient? Non, il faut toujours rechercher une preuve, car les signes cliniques sont atypiques. Dans ce cas, on va compléter par la pH-métrie. D'accord. La pH-métrie. On a deux types de pH-métrie. La pH-métrie classique ou filaire. Cette technique elle consiste à enregistrer en continu le pH œsophagien distal, et ceci pendant 24 heures. On introduit une sonde par voie transnasale qui est positionnée 5 cm au-dessus du cardia. Elle est relayée à un boîtier enregistreur muni de marqueurs d'événements facilement activables par le patient. Puis,
on va voir l'enregistrement de cette pH-métrie. Ces résultats sont à la fois quantitatifs et qualitatifs. Donc, la pH-métrie va nous répondre sur le degré d'exposition acide de la muqueuse œsophagienne, le pourcentage donc, de temps passé à un pH inférieur à 4 sur une durée de 24 heures. Si ce pourcentage est supérieur à 4%, le diagnostic d'RGO est confirmé. La pH-métrie nous permet aussi de calculer un indice de spécificité qui est le nombre de symptômes à un pH inférieur à 4 sur le nombre total de symptômes. Le patient il a un enregistrement sur 24 heures de son pH. En même temps, lorsqu'il éprouve le sentiment de régurgitation ou de brûlure rétrosternale, il va cocher sur un papier « J'ai eu un sentiment de… » Il va appuyer sur un bouton « J'ai apprécié un sentiment de brûlure. » Puis, on va comparer les deux. Donc, l'horaire de survenue de ces symptômes avec le pH œsophagien. Si on trouve que c'est concordant, on parle d'indice de spécificité. Si le nombre d'épisodes à un pH, de symptômes à un pH inférieur à 4 sur le nombre total de symptômes est supérieur à 50%, donc une relation de spécificité entre les symptômes et le pH acide au niveau de l'œsophage s'établit. D'accord? Dans ce cas, on aura la confirmation qu'il s'agit d'un reflux acide. D'accord, et la pH-métrie. Il y a aussi une autre technique de pH-métrie, c'est la pH-métrie sans fil. Dans ce cas, c'est plus de confort pour le patient. C'est juste une capsule qu'on fixe par l'endoscopie au niveau de la muqueuse œsophagienne qui va enregistrer aussi de la même façon, elle va enregistrer le pH œsophagien. Elle est reliée par télémétrie à un boîtier externe qui va enregistrer le pH. Donc, les résultats sont les mêmes. Juste ici, il n'y a pas de fil. Juste une capsule donc à mettre dans l'œsophage. La pH impédance-métrie ou l'impédance-métrie. L'impédance-métrie, la différence par rapport à la pH-métrie, c'est qu'elle permet de détecter tout reflux qui soit liquide ou gazeux. Donc, elle détecte le reflux même non acide, un reflux gazeux dit non acide. Donc, elle est plus sensible que la pH-métrie à des reflux biliaires ou gazeux. Je vous fais l'indication à la pH impédance-métrie. Donc, pour résumer, si le patient présente des symptômes cliniques typiques, qu'il a un âge inférieur à 50 ans et pas de signe d'alarme, dans ce cas, diagnostic et clinique est certain, aucun examen complémentaire, on instaure un traitement. S'il est d'âge supérieur à 50 ans ou qu'il présente des signes d'alarme, une fibroscopie est indiquée. Dans le cas de figure de symptômes atypiques, la fibroscopie est indiquée quel que soit l'âge. La fibroscopie est indiquée en première intention. Si on trouve des lésions d'œsophagite, le diagnostic d'RGO est certain et on peut instaurer un traitement. Si pas de lésions d'œsophagite, on ne peut pas éliminer le diagnostic d'RGO. On complète par une pH-métrie à la recherche d'un reflux acide. Si la pH-métrie est normale, on suspecte alors un reflux non acide. Dans ce cas, on complète par l'impédance-métrie. C'est clair? Quelles sont les complications possibles au cours de l'évolution d'une œsophagite peptique? L'ulcère œsophagien, oui. La rupture de l'œsophage, non. L'hernie hiatale, non. L'endobrachioœsophage, oui. La sténose œsophagienne, oui. L'hémorragie digestive haute, oui. On commence complication par complication. Donc, la sténose peptique. La sténose peptique, c'est une complication de l'œsophagite peptique. Donc, c'est un état cicatriciel de la muqueuse. Elle survient surtout en cas d'œsophagite sévère et que les ulcérations sont circonférentielles. Donc, une sorte de fibrose annulaire qui va réduire la lumière œsophagienne. Elle est surtout située au niveau du tiers inférieur de l'œsophage. Elle est bénigne, mais il faut toujours pratiquer des biopsies pour éliminer un néo sous-jacent. D'accord? Les biopsies sont systématiques. Si elle est infranchissable par le fibroscope, il faut toujours compléter. Là où TOGD il est délaissé, il faut compléter par un scanner thoraco-abdominal avec ingestion de produits de contraste. Donc, juste le produit de contraste, d'accord? Pour mieux voir l'étendue, l'aspect, est-ce qu'elle est centrée, excentrée, l'étendue, est-ce qu'elle est accessible à une dilatation endoscopique ou c'est plutôt chirurgicale. Donc, dans ce cas, on complète par l'imagerie. L'endobrachioœsophage.
Donc, c'est une complication qui est assez fréquente. Elle se voit dans 5 à 15% des cas. Donc, elle est définie par un remplacement de l'épithélium malpigien œsophagien normal par un épithélium métaplasique glandulaire. D'accord? Donc, on a un épithélium malpigien. Donc, il y a une muqueuse hétérotopique de type glandulaire qui remplace cette muqueuse œsophagienne normale. D'accord? Cette métaplasie, le plus souvent, elle est de type intestinal. On la métaplasie intestinale. C'est un état précancéreux. Ce n'est pas un cancer, mais ça prédispose à une cancérisation. Et dans ce cas, le cancer est de type adénocarcinome. Contrairement au cancer de l'œsophage, il survient chez le sujet tabagique, alcoolique et tout. C'est un carcinome épidermoïde avec. Alors que s'il survient sur un endobrachioœsophage, ça met aussi l'œsophage de Barrett, qui est synonyme, qui est plutôt à faire les cours, ce sera un adénocarcinome. D'accord? C'est pourquoi, voilà l'aspect endoscopique de l'endobrachioœsophage. Donc, endoscopiquement, on peut constater ou suspecter un endobrachioœsophage sous forme d'une plutôt la muqueuse œsophagienne normale, et dans l'aspect de la muqueuse œsophagienne normale, et un endobrachioœsophage. Donc, la muqueuse œsophagienne, elle est rose pâle, et là, c'est son nom. Donc, sur une languette, au niveau du bas œsophage le plus souvent, sous forme de languette rosée. C'est une muqueuse hétérotopique. Elle n'est pas de la même nature histologique qu'une muqueuse œsophagienne normale. Pour confirmer à 100% le diagnostic, on pratique des biopsies. Si l'histologiste nous répond qu'il s'agit d'une muqueuse glandulaire, donc le diagnostic est porté. Et dans ce cas, on doit continuer à surveiller le patient donc par des fibroscopies et des biopsies, car c'est une lésion qui peut dégénérer. D'accord? La même chose, juste c'est un endobrachioœsophage qui est assez étendu, qui est circonférencé. D'accord? Il y a plus de risque de dégénérescence que la main. Plus les lésions sont étendues, plus le risque de dégénérescence est important. Donc, il manque de surveillance endoscopique et histologique. La métaplasie intestinale évolue en premier stade en dysplasie de bas grade, puis en dysplasie de haut grade et puis en adénocarcinome. Une autre complication de l'œsophagite peptique, c'est l'hémorragie digestive haute. C'est surtout l'apanage des sujets âgés, favorisé par la prise d'ANS et d'AVK. L'ulcère œsophagien, donc c'est une perte de substance au niveau de la muqueuse œsophagienne. Deux types d'ulcères sont distingués, soit l'ulcère jonctionnel ou l'ulcère de Barrett. L'ulcère jonctionnel, donc au niveau de la jonction œsogastrique. L'ulcère de Barrett, c'est au sein de la métaplasie intestinale. Bon, c'est un détail, c'est pas à retenir. Il faut surtout éliminer une dégénérescence. Parfois, un adénocarcinome ou un carcinome épidermoïde de l'œsophage peut prendre l'aspect d'un ulcère œsophagien. Donc, avant de dire qu'il s'agit d'un ulcère œsophagien bénin, il faut toujours pratiquer des biopsies endoscopiques. Donc, on revient à notre cas clinique. Donc, le diagnostic d'RGO non compliqué a été retenu chez ce patient. Donc, quelle serait votre conduite thérapeutique? Donc, un RGO, comment il sera traité? Son traitement, le tarfo, l'RGO. Les IPP, d'accord. Mais tirage associé aux IPP? Oui, je vais vous... Pardon. Voilà. Les antihistaminiques. Mais je vais vous répondre sur les antihistaminiques. Les règles hygiénodiététiques, c'est très important. Bon, puis du traitement. Rubrique, c'est les règles hygiénodiététiques. Il ne faut pas oublier ça. Donc, c'est la surélévation de la tête du lit. C'est l'allongement du délai entre le repas et le coucher d'au moins 2 heures. Enfin, aussi, une autre notion, je dis d'abord, le dernier consensus, c'est le décubitus latéral gauche. D'accord? Les règles hygiénodiététiques ont prouvé leur efficacité dans le traitement de l'RGO. Ça a été retenu. Ils ont pris de façon comparative 2 groupes, un groupe traité par IPP seul et un groupe qui suit ces règles hygiénodiététiques associées au traitement médical. Et on a trouvé des résultats meilleurs chez le groupe qui s'applique les règles hygiénodiététiques. Donc, associé à la surélévation du lit, ne pas se coucher, ne pas manger juste avant de se coucher. Il faut aussi éviter de se pencher en avant, donc l'antéflexion, juste après avoir mangé. Il faut éviter le tabac et l'alcool, éviter certains médicaments qui
qui ont un effet relaxant sur le sphincter inférieur de l'œsophage, comme les inhibiteurs calciques, les dérivés nitrés. Éviter aussi le port de vêtements trop serrés, éviter la constipation. Et concernant les aliments, je vous ai dit que certains aliments agissent en diminuant la pression au niveau sphincter inférieur de l'œsophage, mais il n'est pas indiqué de supprimer certains aliments du régime alimentaire du patient. Plutôt, tu lui dis que si tu éprouves une gêne à la prise, par exemple, du chocolat, tu peux arrêter de manger. Mais il n'y a rien de consensuel. Il ne faut pas interdire aux patients de manger certains aliments. Tu lui laisses le choix. D'accord ? Donc, aucun régime alimentaire strict n'est justifié. Plutôt, si le patient note une corrélation entre l'amélioration du symptôme et l'éviction de certains aliments, donc il peut éviter leur consommation. Concernant les traitements médicaux, donc le chef de file sont les inhibiteurs de la pompe à protons. C'est le traitement de référence. Son efficacité sur les symptômes et la cicatrisation des lésions d'œsophagite a été prouvée. L'efficacité, elle est supérieure aux autres classes thérapeutiques, notamment les anti-H2, les antihistaminiques. Ils ont une action rapide, prolongée, peu d'effets indésirables. Donc, la prise d'IPP se fait le matin à jeun, 30 minutes avant le petit déjeuner, ou bien si le patient il rapporte des symptômes surtout nocturnes, on peut lui donner le traitement la nuit au lieu du matin. Mais la règle générale, c'est de prendre l'IPP le matin à jeun. À côté des IPP, on a les anti-H2, ils sont moins puissants que les IPP, plus d'effets secondaires et ils n'ont pas un effet cicatrisant sur les lésions d'œsophagite. Les prokinétiques, comme les traitements qui accélèrent la vidange gastrique, ce sont des traitements complémentaires aux IPP. Si on a un échec des IPP seuls, on peut associer les prokinétiques. On peut aussi associer des topiques, les anti-acides, qui me changent les anti-acides. Je ne sais pas. Traitement معروف على الاخر في الارجيو. هاكل يعملوا في الشهرات شنو؟ Gaviscon, anti-acide. شفت Gaviscon alors que c'est un anti-acide, mais pas assez efficace. Le baclofène, c'est un agoniste des récepteurs GABA. Il diminue les relaxations transitoires du sphincter inférieur de l'œsophage, mais il est peu utilisé, vu ses effets indésirables très importants, notamment les vomissements, les vertiges. Il est indiqué surtout en cas d'RGO résistant au traitement par IPP optimisé. Donc, si on traite le patient par IPP, on optimise ce traitement par augmentation de la dose, par l'association des traitements topiques et des antihistaminiques, et surtout, toujours pas de réponse, on peut, dans ce cas, indiquer le baclofène. Donc, à côté du traitement médical, on a d'autres moyens, des moyens de traitement endoscopique et chirurgicaux. Concernant le traitement endoscopique, on peut utiliser l'endoscopie pour reconstituer la barrière anti-reflux par des sutures, par l'injection de produits sclérosants, par radiofréquence. On peut aussi utiliser le traitement endoscopique pour traiter une sténose œsophagienne, une dilatation de cette sténose soit par des bougies de Savary ou par ballonnet. En cas d'endobrachiosophage, certaines équipes peuvent pratiquer une mucosectomie, donc une ablation de cette muqueuse hétérotopique, ou par thermoablation. Le traitement chirurgical, donc la chirurgie de référence, c'est la fin d'applicature. Donc, c'est le fait de reconstituer la barrière anti-reflux. Donc, c'est un manchonnage du bas œsophage par la grosse tuberosité gastrique, comme vous le voyez sur cette photo. Deux types de fin d'applicature. La fin d'applicature complète sur 360 degrés, on l'appelle l'opération de Nissen, et sur 180 degrés, on l'appelle l'intervention de Toupet. Et la plus utilisée, c'est l'intervention de Toupet. Actuellement, elle est réalisée sous célioscopie, car moins d'effets de morbidité et moins de mortalité, moins d'effets indésirables, moins de durée d'hospitalisation. Donc, les principales indications à ce traitement chirurgical, donc c'est pas courant d'opérer un patient pour un simple RGO. Donc, ces indications sont assez limitées. C'est surtout les sujets jeunes qui sont soulagés par les IPP, mais qui restent régurgiteurs. Donc, amélioration des brûlures rétrosternales, mais persistance de régurgitation volumineuse. Les patients qui sont pharmacodépendants,
les patients qui restent au long cours dépendants aux IPP et les patients qui présentent des formes compliquées, notamment les formes dégénérées. Donc, le traitement, c'est règles hygiéno-diététiques associées en première intention à des IPP en monodose pendant 8 semaines. Si bonne évolution, on peut arrêter le traitement. Un traitement d'entretien est indiqué en cas de rechute fréquente. Donc, si on arrête les IPP et que le patient rechute rapidement, on peut indiquer un traitement d'entretien à base d'IPP faible dose, donc la dose minimale. Donc, on dit au patient, essaye d'utiliser la plus faible dose qui calme les symptômes. Donc, en cas de forme pharmacodépendante, on est parfois amené à garder le patient au long cours sous IPP ou bien le faire opérer s'il est jeune, qu'il n'est pas taré. Concernant le traitement des complications, le traitement de l'œsophagite non sévère repose sur IPP en simple dose pendant 8 semaines. Si l'œsophagite est sévère, on double la dose, on donne les IPP en monodose pendant 8 semaines, mais on contrôler systématiquement le patient par une fibroscopie pour s'assurer de la cicatrisation de la muqueuse. En cas de sténose, comme on l'a déjà dit, c'est la dilatation endoscopique par bougie ou par ballonnet associée à des IPP au long cours. Si échec de la dilatation endoscopique, dans ce cas, c'est l'œsophagectomie. L'endobrachioœsophage, c'est le traitement en monodose. Bien sûr, il faut toujours surveiller de façon continue le patient et pratiquer des biopsies. Chez notre patient, donc, les règles hygiéno-diététiques ont été appliquées et il faut toujours conseiller aux patients le sevrage tabagique. Réduire aussi la consommation de café. Perte de poids, donc il a un IMC à 30. Donc, il faut lutter contre l'obésité. Changer le traitement antihypertenseur car c'est un inhibiteur calcique qui réduit la pression du sphincter inférieur de l'œsophage. Et il a été mis sous IPP en simple dose pendant 8 semaines le matin à jeun. Et là, juste pour récapituler les différents schémas thérapeutiques. C'est un résumé pour vous. Des questions? ما تركزوش فاش على الكوتي thérapeutique, on est les doses et tout. Juste تعرفوا les différentes classes thérapeutiques, la meilleure classe thérapeutique, les règles hygiéno-diététiques, les formes compliquées, مش le traitement des formes compliquées à votre stade, juste شنو les complications de l'RGO. C'est ça. فما حاجة مش واضحة؟ C'est bon? Bien sûr. Comme l'insuffisance rénale, la diarrhée, la pullulation microbienne, faim. Mais généralement, ils sont bien tolérés. احنا جينا قد مع الوقت. C'est bon. تقراو انتم من بعد donc اعملوا pause 10 minutes.